Bonjour les parents, verts et prudents. Aujourd'hui j'échange avec Jean Simos. Parmi ses nombreuses fonctions, Jean est notamment président du comité d'experts Santé Environnement Travail de Santé publique France. On discute des liens entre santé et environnement en contexte urbain, du Domi-Score, du contact avec la nature quand on habite en ville et d'autres sujets. Voilà, j'espère que vous y trouverez des choses utiles et je vous amène Jean Simos. Aujourd'hui, je suis avec Jean Simos. Jean, merci de te joindre à moi. Bonjour Guillaume, merci de m'avoir invité. Je souhaitais échanger avec toi à propos de l'un de tes domaines d'expertise, à savoir les liens entre santé et environnement en ville, dans un contexte urbain, un thème qui présente de forts enjeux pour les enfants. Alors avant qu'on débute, est-ce que tu souhaiterais indiquer des liens d'intérêt au regard de la thématique santé environnementale, des liens que tu penses importants que les personnes qui nous regardent aient en tête en nous écoutant échanger? Je n'ai pas de conflit d'intérêt et puis mes liens d'intérêt sont marqués bien dans ma DPI, la déclaration publique d'intérêt, qu'on peut trouver aisément, que ce soit sur le site de Santé publique France ou sur le site du Haut Conseil de la santé publique. Oui, j'en profite pour redire que la mienne également, de déclaration publique d'intérêt, est disponible sur les mêmes sites. Très bien, merci pour les précisions. Et alors, pour commencer, si tu veux bien, je te propose de présenter ce sur quoi portent tes travaux et les enjeux associés en santé environnementale. Bien, merci. Alors, bon, ça fait maintenant, plus de 40 ans que je suis dans ce domaine. Ma thèse était sur des questions environnementales, l'évaluation environnementale. Je l'ai faite à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Et après, à la suite, j'ai un peu travaillé dans le domaine de la gestion des déchets. Et ensuite, il y a exactement 32 ans, j'étais engagé à la Direction générale de la santé genevoise. D'abord comme conseiller scientifique santé-environnement, justement. Et à partir de 2000, je suis devenu directeur adjoint en charge de la promotion de la santé et des santé-environnement. Alors, j'ai beaucoup travaillé aussi bien dans la santé environnementale que dans la promotion de la santé dans ces années-là, dans la quinzaine d'années où je travaillais à la DGS. Surtout à partir déjà de 1994, donc ça fait 31 ans, j'ai été impliqué dans le programme de l'OMS Ville Santé. J'étais d'ailleurs le coordinateur local à Genève et après j'ai beaucoup travaillé au niveau du réseau européen des villes santé, mais aussi en Afrique avec l'OMS Afrique aussi sur la thématique des villes santé, bien que ça peut être effectivement un peu des thématiques ou des problématiques différentes que celles qu'on a en Europe ou dans le monde occidental de manière plus générale. Je crois que Euh, tu vois, le concept de ville santé, c'est quelque chose que j'ai découvert assez tardivement. Et donc pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais nous briefer un petit peu sur les essentiels à connaître sur ce réseau? le concept de ville santé date du milieu des années 80. C'était une conception, un fruit commun du travail d'un psychiatre californien, Leonard Dahl, et d'un médecin canadien, Trevor Hancock, qui, lors enfin, ça s'est fait aussi dans les sillages de la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé, qui en 1986 fut le premier acte de naissance de la promotion de la santé, qui a posé ces bases-là. Et c'est effectivement dans cette mouvance de la nouvelle santé publique, comme ça se disait dans les années 80, qu'est né ce concept. En fait, lors de la conférence de Toronto pour les 10 ans des déterminants de la santé, du rapport Lalonde qui a posé l'approche par le déterminant de santé, que nous utilisons toujours, qui est vraiment la base de ce qu'on fait. Euh, Lors de cette conférence, se sont rencontrés Dahl et Hancock. Et Dahl, qui était professeur à Berkeley, a invité pour un sabbatique Hancock à Berkeley. Et c'est pendant le printemps 85 qu'ils ont élaboré les bases de ce que c'est une ville santé.
Et une ville santé, c'est justement ce n'est pas nécessairement une ville qui est dans un niveau on l'imagine comme l'idéal très écologique, très sain, etc., du type Vancouver, Seattle, etc. Ça peut être une ville qui a beaucoup de problèmes hein, en matière de santé et d'environnement, mais qui a la volonté, notamment la volonté politique, d'aller de l'avant et de faire de la santé une priorité, la santé de ses habitants une priorité. Et à partir de là, c'est un peu comme les normes ISO, hein, les Mhm. normes ISO qu'on a pour les entreprises pour avoir de la qualité, etc. C'est ça, c'est-à-dire une entreprise certifiée ISO ne va pas dire que, par exemple, ISO 14000 pour l'environnement, ça ne veut pas dire que c'est une entreprise qui est non polluante, tout à fait environmental friendly, etc. Ça peut très bien être une entreprise qui est encore très polluante, mais qui s'engage à le devenir de moins en moins d'année en année. C'est la même chose pour les villes santé. Et notamment, on a eu dans les années, la décennie qui a suivi en 1900 dans les années 90, 90, beaucoup des villes des pays de l'Est européens qui étaient des villes assez polluées avec beaucoup de problèmes de santé pour les habitants qui se sont engagés dans cette démarche de l'OMS et qui ont effectivement pu améliorer très fortement la santé des habitants et l'environnement des villes aussi. Ouais, Et je rebondissais sur ton. Ça me faisait penser, tu parlais d'actions en Europe, en Afrique. Donc, oui, typiquement, ce genre de thématique qui peut être très transversale géographiquement. Je pense par exemple à un point que tu avais soulevé sur le saturnisme, sur l'exposition au plomb. Bon, c'est oui, des problématiques qui sont assez transversales, oui. oui, 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 absolument. Ça, on le retrouve effectivement dans les questions de l'environnement intérieur, mais pas Mm. seulement. Ça peut être aussi un lien avec ce qui vient également de l'extérieur. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est que donc Hancock et Dahl ont posé les bases de ce que c'est une ville santé. Ils ont posé les 11 caractéristiques de la ville santé. Et à partir de là, on a un cadre dans lequel on peut travailler pour faire cette amélioration de la santé. Quelque part, c'est un peu comme si on prend un environnement, ou plutôt un développement durable. L'agenda 21 bon, Oui. mondial, c'est lui qui a été adopté au sommet de la Terre à Rio en 1992. Et à partir de quelques années plus tard, il y a eu surtout une grande implication locale. Avec maintenant, on a des agendas 21 locaux ou régionaux un peu partout. C'est la même chose un peu pour les villes de santé par rapport à la promotion de la santé. C'est le moyen pour faire de la promotion de la santé au niveau le plus efficace, qui est le niveau le plus proche du citoyen, c'est-à-dire au niveau local. C'est exactement ça. Et même je dis, les thématiques peuvent être différentes entre l'Afrique et l'Europe, etc. Mais c'est assez. Il y a quelques années, j'étais assez impressionné de voir que dans des réseaux qui peuvent avoir enfin, dans des pays qui peuvent avoir des écarts de développement comme ça, on retrouve quand même les mêmes thématiques qui apparaissent, aussi bien pour des villes riches que pour des villes pauvres. Tu as des conseils qui s'appliqueraient aussi bien pour des villes riches que pour des villes pauvres, pour des habitants qui se poseraient des questions sur l'exposition au plomb, par exemple, l'exemple qu'on parlait tout à l'heure. Est-ce que ça peut se Oui, traduire en pratique concrète de vigilance ouais. Oui, alors effectivement, bon, il faut dire que pour que ce soit les villes pauvres ou les villes riches, c'est ce qui est important et c'est un fil rouge en fait dans tous les travaux que j'ai fait depuis la DGS et ensuite à l'Université de Genève. C'était c'est la question des inégalités sociales de santé qu'on retrouve aussi bien de manière générale comme inégalité sociale de la santé, mais aussi dans les inégalités environnementales parce que très souvent ils sont reliés, les inégalités sociales avec les inégalités environnementales. On a quelque part une double peine, c'est-à-dire on retrouve le plus des zones polluées là où aussi vivent les populations les plus précarisées et les moins favorisées quelque part.
Donc, on a effectivement cette question du lien, du fil rouge des inégalités sociales de santé est très important. On le retrouve dans toutes les thématiques et au niveau du saturnisme, donc l'intoxication au plomb, notamment, donc saturnisme enfantin, c'est effectivement c'est ce qu'on a, c'est-à-dire on le retrouve, c'est un problème pour là où vivent les populations précarisées. Ce n'est pas un problème de l'ensemble de la population, c'est vraiment plus spécifique à des populations particulières. Et c'est ça, c'était un peu le problème en Suisse d'ailleurs, pour pouvoir le mettre en évidence, parce que les analyses cherchaient les moyennes. Or, les moyennes d'intoxication, donc de plombémie, c'est-à-dire le taux de plomb dans les sangs qu'on peut mesurer c'est dans les sangs des enfants, par exemple, etc. La moyenne ne sera pas préoccupante. C'est ce qui sera préoccupante, c'est si on regarde ça de manière plus spécifique sur certaines populations. En particulier, pourquoi en fait on a le problème des saturnismes qui avait été mis en évidence à la fin du XXe siècle, hein, donc tout à la fin de la décennie des années 90, il y avait un rapport qui montrait qu'en France, il y avait presque 100 000 enfants qui se trouvaient euh, au-dessus, avec une plombémie, au-dessus du seuil qui était acceptable pour ça, donc qui étaient intoxiqués au plomb. 10 ans plus tard, les mesures qui ont été faites et une action très forte au niveau des politiques publiques, parce qu'on voit bien comment les politiques publiques peuvent agir et améliorer la situation. 10 ans plus tard, il n'y avait plus que 4 500 enfants qui étaient concernés. Mais où est-ce qu'on retrouve effectivement l'exposition au plomb? En fait, ce n'est plus par l'eau, parce qu'il y avait les tuyaux, etc., qui étaient au plomb dans le passé et tout. C'est pas du tout ça, ni même dans le produit dans la vaisselle, par exemple, etc., ce qui était aussi une voie d'intoxication assez fréquente. On le retrouve dans l'intérieur avec les peintures au plomb qui ont été interdites à la deuxième moitié du XXe siècle, mais qui restent donc là, toujours sous des couches, de nouvelles couches de peinture peut-être, dans les plus anciens immeubles. Et plus anciens immeubles, ça veut dire aussi des immeubles qui parfois justement sont dégradés. Ils se retrouvent sous une forme où les peintures s'écaillent, ça tombe par terre, etc. Tant que le plomb est immobilisé dans la peinture, il n'y a pas de risque, hein. C'est une fois que ça tombe et que ça devient de poussière dans l'air ou alors des petits morceaux de peinture. Et pour les petits enfants, c'est extrêmement dangereux parce qu'ils ont la tendance, enfin le syndrome de Picard, donc de mettre tout ça dans la bouche. C'est encore plus dangereux parce que le plomb, il a un goût sucré, Oui, donc t'as encore déjà plus goûté? attractif, hein, pour les petits Mm. enfants ou alors par les poussières, etc. Et c'est à ce moment-là que ça devient dangereux. Et où est-ce qu'on retrouve des environnements comme ça, qui sont délabrés, où les peintures s'écaillent, etc. Ben, dans des endroits où habitent des gens qui n'ont pas les moyens d'entretenir mieux ces habitations. Et c'est très souvent, par exemple, ces habitations où on a des migrants, où on a des gens très précarisés qu'on retrouve. Donc, l'intoxication au plomb, le saturnisme enfantin, c'est surtout un problème d'inégalité sociale de santé. Oui, ça fait le lien effectivement avec ce fil rouge dont tu parlais. Je trouvais que le plomb, c'était vraiment un exemple hyper intéressant en santé environnementale. J'ai le souvenir, j'avais été voir au Collège de France le séminaire de Rémi Slama. Il y avait toute une session qui était consacrée au plomb et à l'histoire des expositions au plomb. Je crois que c'était, de mémoire, le titre, c'était quelque chose comme le plus vieil ennemi de la santé publique ou de la santé humaine, ou quelque chose comme ça. Et c'était un exemple où il y avait plein de choses intéressantes qu'on retrouve classiquement dans des thématiques de santé environnementale, le côté alerte, le côté gestion problématique de conflits d'intérêts, le côté, comme tu l'as dit, une fois qu'on a repéré quelles sont les sources d'exposition qui tirent le risque vers le haut, on peut avoir une action qui diminue les imprégnations très fort. Et puis, moi, quelque chose qui m'avait aussi beaucoup marqué sur le plomb, c'est on le connaît depuis tellement longtemps, mais en fait, plus on le connaît, plus en fait on a du mal à trouver des seuils
seuil d'innocuité. J'ai souvenir que Oui, le Haut Conseil de la oui, oui. Santé publique, il n'y a pas longtemps, je crois que tu étais peut-être Oui, dans oui. ces travaux, à Oui. rebaisser les... En 2015, on a proposé l'élévation du seuil qui a été effectivement acceptée l'année d'après. L'élévation du seuil, je vais dire, diminuer le seuil de 100 microgrammes à 50. Et en fait, on sait qu'il n'y a pas vraiment de seuil en soi pour l'intoxication au plomb, parce qu'à partir déjà de 12,5 microgrammes, on peut avoir des atteintes au niveau des reins, etc. Mais c'est toujours les normes, c'est toujours un compromis entre ce qui est possible de faire techniquement et ce qui est aussi économiquement supportable par rapport aux connaissances qu'on a aussi en matière d'impact sur la santé. Et c'est pour ça que ça a été mis au niveau de cette nouvelle limite qui ne garantit pas une sécurité absolue. Mais enfin, c'est déjà mieux. Mais c'est vrai que le plomb, c'est une, une toute vieille connaissance pour l'humanité. D'ailleurs, dans les années 60, il y avait un historien britannique qui avait émis l'hypothèse que la chute de l'Empire romain était due à l'intoxication au plomb, enfin au saturnisme des classes dirigeantes, notamment à travers le vin qu'ils buvaient, puisque dans les recettes qu'il y avait pour bien conserver le vin ou l'apprêter un peu au goût des Le goût Romains. sucré dont tu parlais, là. Oui, voilà, il y avait beaucoup enfin, si on aurait pris des recettes de ce qui était proposé de mettre, et effectivement, on a trouvé des concentrations au plomb assez phénoménales, et donc qu'il y avait effectivement une contamination assez importante des classes dirigeantes au plomb. Ça, c'était une des explications possibles. Mais par exemple, on a parlé des peintures murales, et donc la pollution intérieure pour la France, la Suisse, etc., en Europe. On a eu d'autres cas d'intoxication au saturnisme infantile au Sénégal, par exemple, qui n'étaient pas dus aux peintures, cette fois-ci, ni aux habitats délabrés, etc., mais plutôt à une importation à l'intérieur des maisons d'une pollution extérieure. La pollution extérieure était donc dans un quartier de la périphérie de Dakar, au Sénégal, quartier pauvre, un quartier c'était des pêcheurs et qui avait un terrain vague où ils exploitaient de manière sauvage un peu. Il y a une entreprise qui faisait de la casse de batteries de voitures. Oui, d'accord. Et à partir de là, donc, pendant les années que ça a été utilisé, le sol a été bien imbibé en plomb et d'autres matériaux qui se retrouvaient dans les piles, pardon, pas dans les piles, dans les batteries. Et ensuite, comme c'était économiquement très rentable de reprendre, de retrouver le plomb qu'il y avait dans cette sol, c'était pratiquement une mine de plomb en soi, le travail a été fait, ils ont trouvé un arrangement avec ceux qui voulaient exploiter cette filière. Et comme les tri, c'était en fait, il fallait passer tamiser la terre, un peu comme on fait pour l'or, hein, sauf que l'or, en l'occurrence, c'est du plomb, des pépites de plomb qu'il fallait retrouver. Et ce travail de tamisage, ben, c'est fait par les femmes. Alors, les femmes qui ont fait entrer par des sacs la terre à l'intérieur et les enfants en bas âge ont été contaminés de cette manière-là. Et on a eu plus d'une vingtaine de morts dans l'espace de quelques mois dans ces quartiers, donc une vingtaine de morts d'enfants en bas âge décédés à cause de cette intoxication au plomb. Oui, c'est un point de vigilance d'ailleurs qu'on peut mettre de manière assez transversale, même dans des cas moins extrêmes que celui que tu viens de décrire, où l'importance de faire attention à ce qu'on ramène du travail à la maison. Notamment, il y a des bonnes pratiques classiques. Enfin, dans une autre vie, j'étais animateur prévention sécurité et dans le cadre des changements des branchements plomb pour la distribution d'eau potable, effectivement, on demandait aux personnes de se changer avant de rentrer chez soi, de ne pas mélanger les vêtements. Enfin, il y avait tout un processus de sécurité là-dessus. Donc, source extérieure, source intérieure, en fait, ça me faisait penser, et j'aurais bien aimé que dans cette logique, tu nous parles aussi de l'outil Domiscore sur lequel tu as travaillé Oui. au Mais conseil. je voulais juste préciser encore Oui, quelque chose dans ces cas sénégalais, parce que en fait, c'est des intoxications qui doivent être assez courantes
tout au long de la planète. Si on a pu se focaliser là-dessus, l'analyser et pouvoir effectivement bien documenter ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu cette focalisation de quelques morts donc dans un espace de temps assez court, qui a alerté les autorités sanitaires sénégalaises, qui ont alerté l'OMS, et donc c'est la mission de l'OMS qui est allée sur place et qui a pu effectivement voir ça. Mais autrement, c'est le plomb, l'intoxication au plomb est quelque chose de très insidieux, donc une intoxication qu'on ne se rend pas compte en soi. Parce que la mort n'est pas là nécessairement ce n'est que le haut du iceberg, hein, le top du iceberg. Et tous les restes, c'est effectivement une dégradation enfin, des capacités cognitives de l'individu. Et par exemple, parmi les parents dans ces cas de Sénégal, il y avait des gens qui disaient, mais mon enfant n'est pas malade, il est juste un peu bête. Parce qu'évidemment, il y avait effectivement un lien entre les niveaux d'intelligence, le IQ, et puis l'intoxication au plomb. Et donc, pour les parents qui ne connaissent pas du tout cette thématique, ça paraissait comme quelque chose d'assez naturel. Bon, ils avaient un enfant qui n'était pas aussi intelligent peut-être que les autres, mais en réalité, ce n'était pas l'enfant qui avait un problème, il était malade. Il était malade parce qu'il avait été intoxiqué au plomb. Donc, euh, cette façon de faire de manière très en dessous des radars est extrêmement dangereux parce qu'en fait, il y a plein de populations défavorisées qui sont encore plus défavorisées par des intoxications de ce type. Oui. Voilà. C'est Mais c'est un enjeu non, sur plein de sujets de santé environnementale, ce côté épidémie silencieuse, ce côté si tu as perdu 4-5 points de QI, en fait, ça passe sous les radars de tous oui, tu vois, les rendez-vous que tu peux avoir chez ton médecin traitant, ce genre de choses-là, quoi. Enfin, d'où l'importance d'être sensibilisé aux enjeux puis aux bonnes pratiques. Et donc, oui, bah, si oui, tu veux bien me parler du Domi-Score, c'était quelque chose que je trouvais un outil oui, qui était applicable aussi au niveau oui, individuel. Et je tout à trouvais que c'était fait. intéressant, ouais. Je suis désolé de faire encore Non, je t'en une prie, je t'en prie, je t'en parenthèse prie. pour revenir finir avec le plomb, Oui, c'est-à-dire que on a pu mettre en évidence que l'interdiction du plomb dans l'essence qui a eu ouais, lieu chez nous énorme. dans les années 80 a permis effectivement de gagner quelque chose comme 5 points de QI pour les générations qui n'ont pas été exposées au plomb qui venait de l'essence. Parce que ça, c'était avant les questions de l'intoxication par la pollution intérieure. Il y avait l'intoxication par la pollution extérieure du plomb qui se trouvait dans l'essence. Voilà. Alors, je reviens maintenant sur tes questions concernant le Domiscore, en effet. Ça Et marche. ça, c'est un travail qu'on a fait à partir de 2017, je crois, au Conseil de la santé publique, qui concernait en fait les nouvelles euh, lignes directrices concernant l'habitat qui a émis également l'OMS. L'Union Mhm. européenne a édicté de nouvelles règles aussi. Et c'était un peu l'adaptation. Le Haut Conseil avait été sollicité par la DGS et le ministère de la Santé pour effectivement faire des recommandations sur quelles devraient être les nouvelles lignes directrices aussi en France hein, pour cela. Et donc, un des éléments, c'était à la fin d'essayer de trouver une sorte d'algorithme qui permettait de qualifier les habitats, un peu comme le Nutri-Score. Donc, on voit bien la paternité de l'idée, comme le Nutri-Score qualifie la valeur nutritive des aliments. Et donc, pour les Domiscore, on a travaillé donc, pendant plus de 3 ans, en fait, hein, au Conseil de la santé publique, pour élaborer cet algorithme, les tester, voir avec les gens sur le terrain comment s'il était facile à mettre en œuvre, s'il était pertinent ou pas. On l'a modifié donc, selon
les retours de ces expériences. On l'a mis aussi en consultation une sorte de consultation publique au niveau du site Internet du Haut Conseil. Et finalement, donc, on a proposé l'outil qui était vraiment validé de cette manière-là, de manière la plus large possible. Alors, dans ces Domiscore, on retrouve effectivement un peu toutes les composantes qu'il y a au niveau de l'habitat, mais l'habitat au sens large du terme. Donc, ce n'est pas uniquement le domicile, hein, donc l'appartement ou la maison, c'est aussi l'environnement proche, ce qui permet effectivement d'étendre la notion de domicile, enfin d'habitat plutôt, c'est ce qui fait sens par rapport aux expositions qu'on peut avoir dans son environnement proche. Et à partir de là, il y avait une quinzaine de paramètres différents qui pouvaient être aussi bien comment c'est chauffé, comment c'est éclairé, euh, quels sont les matériaux qui sont utilisés par rapport aux émanations qui sortent en termes de polluants chimiques, etc., ou le bruit, ou d'autres éléments qui permettent de classifier, de caractériser l'habitat par rapport, toujours par rapport à la santé de ses occupants. Et on n'a pas tenu compte de qui est l'occupant en soi, dans un premier temps, mais dans un second temps, oui. C'est-à-dire, on a proposé des modifications du barème, de l'algorithme, selon que les occupants, par exemple, il y a des petits-enfants, des enfants en bas âge qui pourraient être euh, impactés par certains éléments, ou des personnes âgées, ou des personnes handicapées, etc. Oui, donc cet outil qui avait une dimension d'appui au pouvoir public au départ, que, comme tu le décrivais, en fait, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait décliner chacun chez soi pour Oui. je sais pas, soit soi-même identifier des bonnes pratiques d'amélioration de son habitat, ou même, tu vois, je pense à quand on choisit un lieu de vie ou un nouveau logement, par exemple, bah, ça peut faire partie des critères que l'on considère dans le choix multicritère d'un nouveau lieu de vie, quoi. Toi, tu as passé ton habitat dans la grille du Domiscore, Jean? Bien sûr, on est tous tentés de le faire. Ouais, ouais. Mais donc, c'est effectivement un des buts, c'était que chacun peut l'utiliser à titre privé, que les grands régis, notamment les régies qui ont une fonction sociale, puissent l'utiliser aussi. Mais le plus grand objectif, c'est par rapport aux municipalités, pour qu'ils puissent effectivement identifier les régions où l'habitat de la ville, de la commune, se trouve plus réalité. D'ailleurs, il y avait des questions, avant d'arriver à faire l'algorithme lui-même, il y avait des questions de sécurité importantes qui, comment dire, c'est une sorte de clause sine qua non avant d'arriver à un score pour dire s'il y a un problème de stabilité, par exemple, de l'immeuble, qu'on voit que c'est dangereux. Là, on agit tout de suite en alertant les autorités, etc., parce que c'est un danger immédiat. Donc, il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'au score en soi. Il y a un danger pour la santé immédiat. On avait notamment en tête, quand on a fait ces travaux, l'écroulement des immeubles à Marseille Ouais. qui avait provoqué des morts aussi. Voilà. Une autre composante intéressante donc quand on passe ces premières étapes dans le demi-score, en lien avec ce que tu disais, que voilà, l'habitat, c'est pas uniquement le logement, c'est aussi ce qu'il y a autour, comment on interagit avec. Je trouvais que c'était intéressant d'introduire la notion de contact avec la nature en ville. Je sais que c'est un sujet sur lequel tu as aussi beaucoup travaillé. À titre personnel, j'ai utilisé les bibliographies de tes articles pour ma culture personnelle. Est-ce que tu peux nous faire un brief sur les essentiels à tes yeux issus de tes travaux que des parents de jeunes enfants ou d'enfants en ville doivent connaître sur ces aspects d'importance de contact avec la nature?
Oui, alors effectivement, nous avons travaillé notamment avec les réseaux français des villes santé, de Ville Santé OMS et l'école de haute études de santé publique de Rennes et l'université de Nanterre, de Paris-Nanterre, au niveau des espaces verts et de comment les espaces verts, leur gestion peut impacter la santé dans toutes les politiques, le concept de la santé dans toutes les politiques et les Mhm. inégalités sociales de santé, avec le projet sur 4 ans qui était financé par l'Institut national du cancer, qui s'appelait Green City. Et donc là, on a analysé, notamment on a comparé 6 villes qui sont du Ouais. réseau de villes santé OMS qui sont portées volontaires. Et on a pu effectivement sortir un certain nombre d'enseignements concernant les espaces verts, leur accessibilité en fait pour la population. Et on avait déjà des éléments, l'OMS avait beaucoup travaillé pour savoir quels étaient les points, l'impact des espaces verts sur la santé. On sait maintenant que c'est important, aussi bien avec des impacts très positifs, mais aussi les impacts négatifs qui peuvent avoir lieu avec les accidents ou le problème d'animaux sauvages, etc. Ou d'autres conflits, le conflit d'usage qu'on peut avoir entre différents types d'usagers en fait de l'espace vert. Et nous avons effectivement sorti un certain nombre d'enseignements et aussi un indicateur de qualité de vie qui est relié à l'accessibilité de ces espaces verts par rapport aux populations et notamment aux populations qui ont le moins de moyens. Donc ça, c'était effectivement important. À part ça, il y a d'autres projets sur lesquels je travaillais, pour lesquels on voit bien que la, les contacts des enfants dès leur plus jeune âge avec la nature est extrêmement important. Euh, ça, euh, Ça fait partie de leur développement cognitif aussi et de leur développement en général dans la vie, aussi psychologique également. Et c'est important de pouvoir les laisser le plus possible avoir ces contacts, la nature, la biodiversité de la ville, dans la ville. Euh, et aussi, les contacts avec la nature est également une mesure de prévention contre les allergies. Ouais. Sur le Parce qu'on système sait, immunitaire. Ouais. voilà, on sait que on l'a constaté ça il y a déjà 2 ou 3 décennies, qu'il y avait 2 décennies, qu'il y avait plus d'allergies en ville que chez les enfants enfin, plutôt chez les gens de la campagne. Et ça, c'est effectivement le contact avec la nature, les animaux, etc., font que, à l'âge enfantin, font qu'à l'âge adulte, on ne développe pas des allergies. Et c'est ce qui probablement est le cas dans un environnement plus stérile. Ouais, comment tu... donc, typiquement, quelqu'un qui serait un parent qui serait en ville, moi j'en rencontre tu vois, beaucoup qui sont qui découvrent ou qui sont déjà bien sensibilisés à ces aspects, tu vois, qui ont les enjeux en tête, et en fait leur première réaction c'est mais tout ça c'est super, mais à part en vacances, enfin, comment je peux faire moi j'habite en ville. Tu réponds quoi? J'imagine que c'est le genre de remarque que tu as aussi. Qu'est-ce Je que vais tu pas répondrais mettre à un parent qui dirait je peux pas mettre mon enfant au contact de la nature parce que j'habite en ville? Ah ben que justement, alors les contacts avec la nature est possible en milieu urbain, et parce qu'en réalité, la biodiversité en milieu urbain est plus importante même que la biodiversité en milieu agricole, par exemple, ou Tu penses aux friches? rural. Oui, enfin, aux friches, mais surtout, alors il y a les espaces, surtout je pense aux espaces verts communaux Ok. libres, donc aux espaces verts publics en fait, hein, euh, qui, euh, qui existent et qui sont développés de plus en plus par les municipalités. Et également dans le milieu scolaire, parce que dans le milieu scolaire, on essaie également, il y a pas mal de projets là-dessus, c'est un des projets auxquels je travaillais en la matière, pour favoriser ces contacts avec la nature, que ce soit déjà par le... Il y a tout un changement au niveau des préaux d'école, hein, comment les faire, comment faire en sorte que ce soit plus un univers minéralisé,
mais plutôt de plus en plus naturel et de plus en plus en contact avec la nature. De faire des petites excursions en classe. La classe fait des excursions ou de cours en forêt, etc. Forêt urbaine, hein, donc il n'est pas question d'aller en dehors de la ville. On reste à ce niveau-là. Effectivement, c'est tout à fait possible de être en contact avec la nature de cette manière-là. Et avoir aussi des jeux qui sont aussi des jeux qui se font dans un contact avec la nature. Je repartage ici ce que m'avait conseillé Caroline Gutleben, là, qui est actrice chez Plantécité. Elle, avec ses enfants, elle me disait qu'elle faisait des safaris insectes. C'est-à-dire qu'elle prend, tu vois, des livres pour reconnaître les choses et elle part en safari en ville, puisque la présence d'insectes est généralement accessible dans la plupart des espaces tels que ceux que tu as dit. Donc elle avait ses Big Five, enfin, elle faisait des parallèles qui étaient vraiment très sympas et ouais, elle repointait du doigt qu'on pouvait s'émerveiller de choses qui sont dans la nature de proximité, quoi. Ah oui, il y a plein de possibilités maintenant qui sont proposées par des associations, mais aussi par les services municipaux. Et là, notamment dans les villes qui font un effort de végétalisation de surface, de toits, etc., il y a encore plus des éléments qui incitent à connaître la biodiversité en ville. Ici, dans la ville de Lausanne, où j'habite à proximité, c'est effectivement une des priorités que la ville a développées ces derniers temps envers ses habitants, avec des manifestations spéciales à ce sujet, des contacts avec la nature en ville. Ok, très bien. Je voulais profiter que j'avais l'opportunité, la chance d'avoir quelqu'un de ton expérience avec moi au micro. Est-ce qu'il y a une maxime qui traduit un point important de ta vision en santé environnementale et que tu répètes souvent? Oui, alors si j'ai une seule maxime, ce serait c'est ce qui est dit déjà dans la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé. Qui, au niveau des politiques publiques saines, c'était la partie sur les politiques publiques saines, c'est que le but est à ce que la, la mesure la plus saine soit aussi la mesure la plus facile à adopter. Hein. Donc, il faut faire de sorte à ce que ça soit quelque chose de naturel. Le fait de se porter vers un comportement favorable à la santé soit aussi le plus évident, le plus simple, le plus économique à faire. Et c'est donc vraiment un principe de base, plus qu'une maxime, c'est un principe qui doit nous guider dans toutes notamment les actions publiques qu'on fait en la matière. Et ça a été aussi important, par exemple, donc, ce qui était dans le programme, la mise en œuvre du programme Ville Santé à Genève, c'était l'action phare qui reste toujours valable et qui a beaucoup de succès plus de 30 ans plus tard, en ayant diffusé pratiquement sur toute la Suisse, c'est le label Fourchette Verte. Le D'accord. label Fourchette Verte qui bon, était adressé surtout aux restaurants au départ, mais très vite, c'était les restaurants d'entreprise, les cafétérias scolaires, universitaires, les crèches, plein d'autres lieux de vie de ce type-là. Et avec le label Fourchette Verte, à part d'autres éléments de l'environnement qui étaient la question de sans tabac à l'époque, c'était pas interdit d'avoir des espaces non fumeurs, des questions d'avoir des boissons non alcoolisées qui étaient meilleur marché que les boissons alcoolisées, qui étaient à disposition, ou des questions d'hygiène, bien sûr, la question d'hygiène étant fondamentale, mais c'était aussi d'avoir au moins une assiette équilibrée qui était meilleur marché, en fait, que les autres assiettes du jour à disposition, notamment dans les cafétérias scolaires, c'est extrêmement important. Il y a eu une subvention. C'est là où on voit bien l'importance au niveau de la santé que peuvent jouer les autres ministères hein, ou les autres départements d'une ville. À Genève, la fourchette verte était bien sûr subventionnée par le département de la santé, mais c'est le département de l'éducation, de l'instruction publique, qui l'a subventionné davantage en subventionnant les repas.
de manière à ce que l'assiette fourchette verte soit de manière significative meilleur marché que les autres assiettes. D'accord. C'est un principe qui me parle beaucoup, et puis d'une manière générale, de donner la priorité à travailler sur l'environnement des gens avant de travailler sur leur comportement. Enfin, je crois qu'on a besoin d'avoir un système autour de nous qui nous entoure. On n'a pas besoin d'être un saint, on n'a pas besoin d'être parfait tout le temps pour faire les bons choix. Et au contraire, que ce soit, comme tu dis, Oui, ceux qui sont les plus faciles. Et il me semble d'ailleurs que c'est un principe qu'on peut appliquer aussi au niveau individuel. J'ai souvenir que, je crois que c'est Daniel Kahneman dans une interview, je mettrai les références en description de la vidéo, qui expliquait que quand on veut changer une habitude, ou quand on veut faire changer une habitude ou prendre de nouvelles habitudes à des gens, le premier réflexe est souvent d'exercer une certaine forme de pression. Et lui, il disait, souvent c'est beaucoup plus efficace, au contraire, plutôt que de pousser, plutôt d'enlever des obstacles et de faciliter la mise en œuvre des actions vertueuses qu'on vise, quoi. ah oui, exactement. Et c'est ce qu'on appelait dans le temps, c'est maintenant un terme désuet, mais on parlait en matière de prévention, des mesures de prévention active et mesures de prévention passive. Et les mesures de prévention passive, c'est-à-dire celles que sont prises par l'action publique en fait qu'on fait autour, sont beaucoup plus efficaces parce que l'individu n'a rien à faire en soi. Il n'a qu'à suivre c'est ce qui est, un peu dans la canalisation de ce qui est naturel et normal à faire. Et on ne lui demande pas de faire l'effort, je sais pas, d'arrêter de fumer, par exemple, ou des choses comme ça. C'est de rester dans une situation où euh, il suit en fait l'environnement dans lequel il se trouve et c'est bon. Mhm. D'ailleurs, ça fait penser aussi sur des actions qu'on peut avoir auprès des enfants. Si on veut diminuer tu parlais de fourchette verte, si j'ai bien retenu, Oui. diminuer la consommation de produits ultra transformés. Bon, bah, si tu arrêtes d'en acheter ou moins et que tu en as moins à la maison, c'est certainement plus efficace que de travailler sur son autodiscipline en l'entourant toute la journée de produits ultra transformés très tentant, quoi. Oui. Je voulais, autre question que je réserve pour personnes d'expérience. Est-ce que, au cours des années, au cours des travaux que tu as pu faire, euh, non, en fait, je vais t'en poser une autre. Je vais plutôt te demander si tu pouvais remonter dans le temps, quels conseils tu donnerais aux jeunes parents que tu étais en matière de santé environnementale? Bon, alors, effectivement, c'est bien de prendre la machine à remonter les temps euh, et de parler à son soi plus jeune, moins, J'adore cet moins exercice. expérimenté. Ouais. Euh, bon, il faut dire qu'on était des parents qui étaient déjà sensibilisés aux questions, ne serait-ce que professionnellement, aux questions de prévention et promotion de la santé et de la santé environnementale. Mais il y a quand même une chose que je devrais peut-être faire davantage, c'est que même si on était deux parents travaillant à plus de 100% et donc avec des contraintes très importantes. Au niveau de l'alimentation des enfants, même si on faisait très attention que ça soit le plus équilibré possible, mais on n'y arrivait pas toujours, notamment dans les jours de la semaine. Et il fallait surtout utiliser moins des produits ultra transformés et essayer davantage même de faire des repas simples. Maintenant, il y a beaucoup de possibilités et des moyens qui sont donnés de comment faire un repas équilibré avec peu de moyens, peu d'ingrédients et peu de temps à mettre à disposition. Il y a les sites, je ne sais plus comment ça s'appelle, Le plan national nutrition santé, c'est ça oui, mais qui fait qui s'appelle, mangerbouger.fr. voilà, c'est ça, dans le manger, bouger, il y a aussi Un générateur de menus, ouais. les générateurs de menus que Hmm. j'ai testés. Ils sont vraiment tout à fait utiles et très, très commodes. Donc, j'aurais bien aimé emporter avec moi le Bon, bah, tant, générateur de menus d'aujourd'hui pour les mettre en œuvre déjà à l'époque.
Oui, je l'ai découvert assez tardivement. Moi, je l'ai testé à la suite de mon entretien avec Mathilde Touvier, qui était venue en parler notamment sur cette chaîne. Bon, je retiens que j'ai une breaking news incroyable. Donc le jeune père Jean Simos donnait des chicken de nuggets au ketchup à ses enfants. Non, plus sérieusement, je pense que ça fait du bien d'entendre aussi des gens aussi expérimentés et experts que toi, bah voilà, dire que personne n'est parfait, on fait au mieux avec les différentes contraintes qu'on a. Et peut-être rebondir aussi, mais je crois que tu ouvrais vers ça, enfin, quand on est dans un contexte effectivement de fortes contraintes, souvent finalement, enfin, j'ai l'impression qu'on peut trouver des synergies entre rester simple, ce qui fait que ça transforme peu les aliments, que ça prend pas beaucoup de temps à faire, donc il y a une espèce de sobriété ou de minimalisme en cuisine. En tout cas, moi, c'est un des critères que j'utilise pour m'en sortir à titre personnel, quoi. Oui, effectivement. Ok, peut-être dernière question, je vois le temps qui file. Est-ce que, toujours une question spéciale pour experts avec de l'expérience, est-ce que il y a certains sujets au cours des années, au cours des dernières années, est-ce que tu as eu l'occasion, à travers tes travaux ou à travers l'évolution de la littérature scientifique que tu as pu voir, est-ce que tu as changé d'avis sur certains sujets en santé environnementale? Et si oui, pourquoi? Oui, alors bon, le premier, c'est ce que je mentionnais avant, qui était la biodiversité en ville, qui peut être plus Hmm. importante. Et ça, c'est effectivement, pour moi, c'est une découverte de ces dernières années, à travers notamment le développement du concept de One Health, de une seule santé, Oui. qui nous a apporté des données probantes, ce qu'on appelle l'evidence-based, comme quoi, effectivement, la biodiversité dans les villes peut être beaucoup plus importante que ailleurs. Donc, en fait, on les considère maintenant que les milieux urbains sont des hotspots en matière de biodiversité. Donc, effectivement, on peut en avoir bien plus. Et aussi bien, y compris en termes d'animaux sauvages, hein. C'est extraordinaire ce qu'on retrouve comme animaux sauvages, pas seulement les renards, hein, qui sont presque habitués En bas. maintenant. Exactement, mais avec plein d'autres animaux sauvages qu'on retrouve dans des endroits très urbanisés. Un peu partout dans le monde, hein. C'est pas spécifique à nos pays, c'est vraiment une constante sur toute la planète. Et puis, donc ça, c'est effectivement une découverte pour moi. Autrement, si je regarde l'évolution dans les 40 ans que j'ai fait ma vie active en santé environnement, euh, il y a peut-être la question des nitrates dans l'eau et donc leur impact cancérigène, etc., qui a été démontré qui était moins grave que ce qu'on disait il y a 30 ans. Et peut-être aussi la téléphonie mobile pour laquelle on disait déjà il y a 20 ans on ne sait pas exactement, mais ça peut être un impact important, etc. Et puis ça reste toujours 20 ans plus tard, plutôt un risque atténué que aggravé. Ben, pour les autres cas, pratiquement partout, on n'a eu qu'une aggravation de ce qui était, ce qu'on considérait dans les connaissances scientifiques d'il y a quelques décennies. Les décennies qui ont suivi ont renforcé la dangerosité de ces éléments-là, que ce soit pour les particules fines ou pour tout autre impact, enfin, thématique Oui. environnementale. Chez moi, ça faisait écho à aux pesticides avec l'expertise collective de l'INSERM qui a été mise à jour il y a quelques années, là, en 2021. Et en fait, ils reprenaient pour chaque ligne de preuve, ils en avaient plus. Enfin, il n'y avait aucune substance ou Ouais, aucun type de pesticide pour lesquels ouais. les preuves avaient amené à des conclusions Voilà. plus rassurantes. Pesticides, c'est un très bon exemple, d'autant plus que au niveau des analyses, on les fait toujours individuellement. On ne connaît pas grand-chose sur les effets cocktails. Et là, dans la législation, on n'a rien pour les questions cocktails, hein. Donc, quand il y a plusieurs de ces pesticides qui sont présents, ce qui est la réalité, hein, du terrain. Donc, ça, on revient sur les questions de l'alimentation par rapport aux pesticides. Bon, il peut y avoir d'autres impacts directs au niveau pour les agriculteurs ou pour les résidents proches des régions d'épandage. Mais on revient sur la question de l'alimentation qui est vraiment, pour moi, un des éléments les plus importants dans la santé environnementale. Et là aussi, c'est cette question de contamination des aliments qui est extrêmement importante.
mais aussi la question du déséquilibre. Ce qu'on trouve effectivement des produits trop sucrés ou trop salés ou trop ceci ou cela, ou avec, par exemple, on parle de l'aspartame ou d'autres éléments, des édulcorants, tous les additifs qu'on retrouve et qui peuvent avoir un impact sur la santé. Mais là aussi, on a de nouveau la question des inégalités sociales de santé qui apparaît, puisque c'est à nouveau au niveau de l'alimentation, on le sait très bien que ça se passe avec les populations précarisées où on a la moins bonne alimentation. Et pas seulement d'ailleurs au niveau des classes sociales, mais également au niveau des régions. Par exemple, c'est un gros problème pour les DROM, hein, les départements et régions d'outre-mer, comme on l'a vu dans l'analyse qu'on a fait au Conseil de la santé publique pour la Guyane, où on a effectivement on a des valeurs, on a des éléments démographiques très différents par rapport à la métropole, hein. On dirait que c'est plutôt un territoire, parce qu'il est un territoire beaucoup plus jeune, par exemple, que ce qu'on a en métropole, mais aussi avec beaucoup plus d'indicateurs de santé, de maladies plutôt plus importants, du type le diabète, qui est beaucoup plus présent. L'obésité, c'est pas une maladie, mais c'est un facteur précurseur de plusieurs maladies. Et ça, l'obésité, c'est justement par rapport à la question de l'alimentation, de l'activité physique. On n'a pas beaucoup parlé de l'activité physique, mais l'alimentation, notamment dans les Drom, en tout cas ces régions-là, Guyane, Martinique, Guadeloupe, on retrouve des produits beaucoup plus sucrés, en fait, qui sont donnés. Et surtout pour les enfants, si on revient au niveau des enfants, on n'a pas les infrastructures qu'on a en métropole concernant les cantines scolaires, etc. Par exemple, un tiers des écoles de Guyane ne disposent pas de cantines, même davantage, je crois, ne disposent pas de cantines scolaires, ce qui fait que les enfants, pour midi, ils doivent aller, disent localement, aller chez les Chinois, en tout cas aller chez des gens qui vendent de la nourriture pas toujours équilibrée et que c'est pratiquement le seul repas important de la journée, d'où comme résultat le taux d'obésité, ensuite le diabète, etc., qu'on peut avoir. Donc, c'est des éléments. L'alimentation est vraiment un, un- un champ sur lequel il faut agir en priorité. Très bien, le message est passé. Est-ce que, Jean, il y aurait un point qui était important pour toi et qu'on n'aurait pas Oui, spontanément alors abordé lors des j'aimerais sujets? parler du programme PIPAD, Oui, je qui t'en prie. était effectivement c'est le premier sur lequel j'ai commencé à travailler pour les enfants à bas âge. PIPAD, c'est Programme intercantonal de prévention des accidents d'enfants de 0 à 5 ans. On l'a fait il y a 30 ans exactement. On a commencé au milieu des années 90 à travailler à Genève avec aussi les cantons de Vaud et les cantons de Tessin en Suisse pour élaborer ces programmes de prévention des accidents d'enfants, qui étaient surtout des accidents un peu d'intérieur, des chutes, des problèmes de brûlure, d'intoxication et des éléments comme ça, mais qui s'est effectivement étendu à tous les autres dangers qu'un enfant en bas âge, et beaucoup vraiment, auxquels il peut être confronté et auxquels les parents sont en général très sensibles, effectivement, pour voir ça. Alors, on a vu que en réalité, par exemple, au niveau architectural, donc on revient sur la question un peu de domicile, domiscore, etc. Euh, En réalité, il y a dans les normes, en tout cas dans les normes suisses, il y a tous les éléments qu'il faut pour prévenir ces types d'accidents, sauf que elles sont les architectes, par exemple, les ingénieurs, ne sont pas nécessairement très conscientisés à cela parce que ces éléments sont très dispersés dans les différentes normes qui existent. Et un des éléments
Comme c'était la première fois, on a beaucoup travaillé ensuite avec les architectes et les urbanistes, avec les villes santé et notamment pour les questions d'activité physique et de la promotion de l'activité physique. Mais c'était la première fois qu'on travaillait avec les architectes pour cette question de prévention des accidents. Et on a vu qu'il y avait un besoin de formation à faire, comme il y a aussi un besoin de sensibilisation aussi des parents aux différents gestes qu'il faut avoir pour prévenir ces accidents, que ce soit les chutes, les brûlures, intoxication, noyades, morsures des chiens, etc., etc. Alors, en préparant l'émission, j'ai regardé, parce que ce programme-là, donc moi, ça fait 20 ans que je l'ai laissé. Je pensais qu'il était complètement terminé, mais à ma grande surprise et joie, j'ai découvert qu'il est toujours valable au canton de Vaud, donc le canton Super. qui a comme capitale Lausanne. Il faut peut-être proposer les sites aux parents qui suivent ces émissions, parce que dans ces sites, il y a effectivement tous les éléments qui peuvent être en danger et comment faire pour le prévenir pour les enfants en bas âge. Ok, je vais l'afficher à l'écran au moment où tu en parleras et puis je mettrai dans la description les références vers le site pour ceux qui veulent aller approfondir tous ces aspects et monter leur Très culture bien. sur les enjeux que tu viens de citer. Et puis, dernier élément, c'est sur les questions d'exposition au soleil pour les enfants, notamment c'est jusqu'à 15 ans, en fait. C'est important par rapport aux questions de prévention du mélanome. Euh, L'exposition au soleil, c'est pas seulement avec les crèmes solaires, il faut les utiliser, mais ils peuvent avoir des dangers autres pour l'environnement à travers ce qu'on retrouve ensuite dans les eaux, etc. Il faut les utiliser, mais avec parcimonie. Et surtout, il faut prévenir de manière plus drastique, du type ne pas exposer la peau nue au soleil. Alors, ça peut être des mesures de nouveau passives qui sont prises par les pouvoirs publics locaux, du type avoir des endroits ombragés, là où se trouvent les enfants, des préaux d'école ombragés, des rues ombragées. Aussi porter des habits, etc., qu'on est en pleine exposition au soleil. Mais ça, c'est des mesures plus actives, en fait, pour les parents. Mais les Mm. mesures passives sont importantes et je voulais signaler que la Ligue nationale contre les cancers est en train de faire un projet important qui est Ma ville, c'est Ligue contre les cancers, qui contient beaucoup de ces mesures-là pour la prévention par rapport au soleil, sur l'exposition au soleil, mais aussi d'autres éléments, y compris la sécurisation des trajets. On n'a pas parlé de pédibus, mais des éléments comme ça, les rues scolaires, par exemple, des éléments comme ça, ou pour l'alimentation ou pour l'activité physique pour les enfants. Et ça, c'est extrêmement important de le signaler. Ça impacte directement la sensibilisation que peuvent avoir les parents d'enfants à la matière. Oui, on sent plein de liens possibles et de synergies avec les différentes thématiques que tu as abordées avant. Je mettrai en référence là aussi enfin, je mettrai en description les références que tu me transmettras sur ces aspects. Bien. Jean, merci beaucoup pour les informations utiles, pour les bonnes pratiques importantes. Si des gens veulent suivre ton travail, où est-ce qu'on peut les envoyer préférentiellement? Tu publies sur les réseaux, tu as un Alors, site. je n'ai pas de site en soi. Je suis toujours mentionné à l'Université de Genève où je suis quand même à la retraite, mais Hmm. c'est encore actif. Donc, on peut utiliser mon adresse de l'Université de Genève. Autrement, on a l'intention de faire avec une association qui s'appelle l'Association pour la santé et le développement durable, SDD pour faire S2D, pardon, pour faire Mhm. bref, qui était l'ancien centre collaborateur OMS pour les villes santé francophones, qui a son siège à Rennes, et pour lesquels, effectivement, sur son site, qui est accessible déjà, mais qu'on est en train de développer, sur lesquels on est en train de faire de différents éléments, mettre en place des éléments d'information. On peut me joindre à travers également ces sites-là. D'accord, très bien.
Message est passé. Jean, à nouveau, un grand merci. Je, je te dis, j'espère te croiser une prochaine fois. Bientôt. Merci beaucoup, Guillaume. Et toute bonne chance pour les parents qui nous écoutent parce que toujours, il faut du courage et de la persévérance pour bien protéger ses enfants. Message est passé. Merci Jean. Au revoir. Merci. Voilà pour cet entretien. Si vous paraît utile, vous pouvez liker, vous abonner et clocher, si ce n'est pas encore fait, pour que YouTube favorise sa diffusion. À très bientôt.